Bonjour, merci de nous retrouver aujourd'hui pour l'émission Neurotrip, qui va être une émission dédiée à la vie de Santiago Ramón Caral. Alors, déjà, vous allez m'excuser pour tous les noms en espagnol que je vais absolument torturer toute cette émission, puisque mon accent n'a jamais été très bon en espagnol. Alors, aujourd'hui, vous voyez, Santiago, c'est connu comme le père des neurosciences modernes. Un travail absolument incroyable, mais rien ne le destinait à ce parcours-là. Et vous allez voir qu'il va y avoir un hashtag qu'on ne va pas du tout utiliser, c'est éducation bienveillante. Hein, on va voir qu'il a beaucoup souffert de son éducation et on va justement en parler et de voir que on peut dépasser ses limites et se réinventer même dans l'adversité. Alors, je vais vous montrer la situation en Europe à ce moment-là. J'ai un petit triangle jaune qui s'affiche. J'ai un nouveau jouet, mais on n'est pas. Ça marche pas. Ouais. Non, j'ai un petit triangle. Alors, vous voyez la carte de l'Europe à l'époque où naît Santiago, donc en 1852. C'est une carte finalement où on reconnaît l'Europe moderne, même si il va bien sûr y avoir des périples. Donc en France, pour l'instant, à ce moment-là, il y a encore Louis-Napoléon Bonaparte. Et en Espagne, et on va se focaliser bien sûr dessus aujourd'hui, c'est Isabella II d'Espagne qui règne. Et elle prend place suite à la mort de son père. Et son père donc était un homme, et il y a encore les lois saliques. Et donc, l'avènement d'Isabelle II est très mal vécu par une partie des Espagnols qui veulent plutôt mettre un homme, donc le frère de Ferdinand, qui s'appelle donc Carlos, ce qui va amener à des guerres qui vont durer, qui vont s'étaler sur tout le 19e siècle, à savoir les guerres carlistes, où on va tenter de déstabiliser le gouvernement. Donc, le gouvernement d'Isabelle II est plutôt libéral. Et vous allez voir les réformes faites pour améliorer la situation en Espagne, qui n'est pas encore unie. Hein, c'est encore plein de provinces les unes avec les autres. Et les carlistes qui veulent remettre un roi très très catholique avec une vision très, je dirais, conservatrice de l'époque. Et donc ça va forcément changer la dynamique puisque la science est toujours souvent associée plutôt à et favorisée dans un contexte assez libéral et assez réprimée dans un contexte conservateur. Donc ça ne va pas faire défaut en Espagne. Alors, on va rester dans, vous voyez la carte de l'Espagne, j'ai entouré la province d'Aragon. Donc, c'est dans ce périmètre-là que va se développer et vont errer la famille de Santiago. Ils sont nés dans un petit village, ils sont issus d'un petit village qui s'appelle Lars ou Lares. Je ne saurais jamais. Et de ce village, ils vont essayer donc de se disperser pour améliorer leurs conditions. Et ils iront aussi à Valence, vous pouvez le voir, qui est donc ouvert sur la mer Méditerranée, et aussi Madrid. Donc voilà pour les repères géographiques d'aujourd'hui. On va rester principalement dans cette zone rouge. Et quand on parlera des grandes villes, bon, Barcelone, je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est bon. Barcelone, Valence et Madrid. Voilà pour le périmètre géographique. Maintenant, venons-en à la vie de Santiago qui, dans un premier temps, est indispensable et on ne peut pas le séparer de son père qui s'appelle Justo Ramón. Et cet homme est le troisième fils d'une famille de fermiers qui vit à Lars. Et quand vous êtes le troisième, vous n'héritez de rien. Il n'y a que le premier qui hérite des biens de la famille. Donc il sait qu'il ne va hériter de rien. Au mieux, il sera fermier et il sera au service de son frère. Donc, il sait qu'il ne peut pas rester, il ne veut pas rester dans cette condition. Surtout qu'il est amoureux d'une jeune fille qui est un peu plus vieille que lui, qui s'appelle Petilla. Alors là, bien sûr, elle est un peu plus âgée sur la photo, hein, mais et elle est la fille du tisseur. Et donc, ils sont un peu plus aisés. Donc, il n'y a aucun moyen qu'ils se marient en l'état.
Donc très tôt, il va partir, donc à 17 ans quand même, bon, c'est tôt à cette époque-là, hein. Il part dans un petit village à côté pour devenir l'apprenti du barbier. Et le barbier va donc, si vous vous rappelez le premier épisode sur Vessal, si vous ne l'avez pas vu, vous le retrouverez sur YouTube bientôt. Les barbiers sont en bas de la chaîne alimentaire. Hein. Les barbiers, c'est vraiment, ils manient très bien le scalpel pour vous couper la barbe, mais on les appelle aussi pour faire des dissections, on les appelle aussi pour drainer les humeurs, ce qu'on pensait être un bon moyen de faire partir les maladies. Puis au-dessus, vous avez les chirurgiens et au-dessus, vous avez les physiciens et les médecins. Mais les barbiers ont vraiment une très mauvaise réputation. Vous voyez l'univers un peu de Sweeney Todd ? Mais c'est vraiment ça. Hein. Et dans l'inconscient collectif, personne n'aime les barbiers vraiment pour ça. C'est un peu glauque, le barbier. Néanmoins, il y va, parce qu'il doit apprendre un métier. Ça lui plaît. Et son patron, Albetta, est un homme très bon avec lui. Il va lui laisser un accès libre, ses livres. Et Rousseau va apprendre à lire par lui-même en essayant d'associer les gestes qu'il a appris avec les illustrations des livres. Et donc, il s'aperçoit qu'il a une excellente mémoire et qu'il peut retenir par mémoire des livres entiers. Et donc, il s'enorgueillit et il décide de reprendre l'école. Et à 21 ans, il va aller donc à Saragosse pour aller à l'école secondaire. Donc, vous imaginez bien, Saragosse, on est... Voilà. À 21 ans, reprendre l'école secondaire qui est normalement à 12 ans, voilà. C'est un peu... il faut avoir la volonté. Mais à cette époque, l'école n'est pas obligatoire. Il y a 90% d'illettrisme dans cette région-là. Donc, c'est déjà exceptionnel qu'il veuille aller au secondaire. Non seulement il devient secondaire, mais il devient assistant médical. Et quand il devient assistant médical, il va aller à l'université de Saragosse pour monter et devenir chirurgien. Et malheureusement, le programme s'arrête. Il va devoir aller à Barcelone. Donc tout ça à pied avec très 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 peu d'argent. Il arrive à Barcelone et il est forcément major de promo. Il est excellent. Il se donne corps et âme pour faire ses études et pour payer tout ça. Il est barbier pour touristes sur les ports. Sauf qu'à Barcelone, à cette époque-là, il y a une instabilité aussi économique, il y a de l'inflation, les gens se rebellent. Et qu'est-ce qu'on fait ? Tous les gouvernements, eh bien, ils tirent au canon sur la foule. Et donc, forcément, le stand de Rousseau est touché, lui aussi. Et donc, il doit rentrer dans sa petite ville avec l'aide pécuniaire de son frère, où il va s'installer pour être finalement le médecin de la ville, du petit village. Donc ça arrête ses grandes prétentions. Voilà. Et il va se marier avec Pétia Caral. Et ils vont donner un premier enfant qui va donc être un garçon, ce qui est le Graal finalement à cette époque. Un aîné garçon, ils vont donc l'appeler Santiago Felipe Ramón y Caral. Santiago étant Santiago Felipe, le patron espagnol. Donc vraiment, on a vraiment de très grands espoirs pour lui. Et il naît donc le 1er mai. À l'âge de 2 ans, malheureusement, il est très gravement blessé, cet enfant, par un sabot de cheval et il est laissé pour mort. Mais, et ça va être déterminant dans toute sa vie, il est extrêmement résistant. Et donc, il survit et il se développe normalement. 2 enfants suivront par la suite. Et alors qu'il n'est âgé que de 5 ans, il y a une nouvelle loi qui va sortir, donc sous le règne d'Isabelle II, qui est l'instruction publique. Tous les enfants âgés de 6 ans vont aller à l'école primaire. C'est une obligation. Et donc, son père est ravi de ça. Il se dit, dès maintenant, je vais lui apprendre les rudiments pour qu'il réussissent à l'école. Et donc, rien ne dit mieux que apprentissage que d'aller dans une grotte. Et donc, il amène son fils dans une grotte sans aucun confort, mais sans aucune distraction non plus, et c'est le but, pour lui apprendre, donc déjà à lire, à compter. Il parle le catalan, mais il va lui apprendre le castillan, qui est la langue, donc l'espagnol, finalement, pour qu'il puisse être capable
que ça lui ouvre les portes plus tard, et aussi un rudiment de français. Tout ça à 5 ans quand même. Ça va laisser un souvenir assez contrasté à Santiago, qui passe des moments avec son père où il y a de l'apprentissage et ce côté un peu de violence psychologique, de vouloir à tout prix faire rentrer des choses dans la tête de son fils. Et Rousseau découvre 2 choses. Son fils est capable de retenir des concepts difficiles, il est capable de discuter, donc fait preuve d'intelligence. Mais, à la différence de lui, il est incapable de mémoriser quoi que ce soit s'il le lit. Il comprend très bien par l'oralité, il comprend très bien par ce qu'on appelle l'expérience. Mais s'il le lit dans un livre, il n'arrive pas. Alors, peut-être les séquelles de cet accident avec le cheval ou d'autres dysfonctions. Hein. Néanmoins, les noms, les dates et les livres, c'est très compliqué pour lui. Et donc, il se dit, tiens, à l'école, rien de mieux qu'un peu de rigueur pour accélérer l'apprentissage. Donc, dans un premier temps, cet enfant va à l'école primaire, comme tout le monde, mais la loi vient de tomber. En 1 an, on ne forme pas des professeurs. Donc, c'est un petit peu l'école buissonnière. Hein. Il y a beaucoup d'enfants, il y a 2 professeurs qui sont là. Ils font du mieux qu'ils peuvent dans le village local. Lui, Santiago, a déjà appris la plupart des choses avec son père. Donc, il s'en sort relativement bien. Là où ça se complexifie, c'est que Rousseau, maintenant, doit travailler dans le village d'à côté. Et là, alors, le village d'à côté, hop, non, on peut rester sur... Ouais, on va rester sur eux. Ouais. C'est pas le couple le plus folichon, en l'occurrence, mais on peut rester sur eux. Parce que leur physique va, en fait, influencer Santiago, qui va tout le temps s'identifier au visage très dur de son père et ce physique apparemment typique de la région, des gens de la terre, fermiers, avec un visage peu gracieux. Et ça, tout ça, ça va être très dur pour lui toute sa vie, hein, même quand il aura le prix Nobel, donc pour vous dire. Donc, il va aller dans un autre village où il sera traité d'étranger, alors que le village est à 1 heure de route, celui-là d'avant. Donc, c'est pour montrer un peu l'image de l'époque. Ça se passe mal, il a du mal à apprendre par cœur, donc il y a de l'humiliation publique constamment. Et donc, il décide de ne pas vouloir être l'idiot du village, mais plutôt d'être l'enfant terrible du village. Donc forcément, il va sécher les cours, il va plutôt aller dans les montagnes pour regarder le paysage. Il va caillasser les adultes du coin dans la place du village. Donc il va être très fortement réprimé, puisque son père est quand même le médecin du village. Donc son père va le réprimer très fort, et le plus fort il le réprime, le plus fort il va faire des actions de vandalisme. Donc voilà, ça va être un peu ça, toute sa vie, ça va être cette relation-là avec son père, qui veut bien faire, mais ne sait pas bien faire autrement que par la violence. Et cet enfant qui a fondamentalement une âme sensible et romantique, qui gardera toute sa vie, et c'est finalement ça qui va lui permettre d'avoir ce génie en sciences. Il va y avoir une période où Santiago va perdre sa foi religieuse, et c'est notamment dû à une éclipse solaire. Tout le monde a peur de cette éclipse, c'est donc Dieu qui risque de venir se venger, et sur la terre, il peut prendre le soleil. Les enfants sont terrifiés, hein, l'école primaire, ils ne savent pas ce que c'est. Et son père, qui a une vision scientifique, donc lui explique ce qu'est l'éclipse, qui n'a rien, et donc il explique, et à partir de ce moment, quand il a les explications scientifiques, la peur s'enfuit, et il va adopter la science comme sa nouvelle foi. Et donc c'est à partir de là où vraiment il va se tourner vers la science, pas vers la médecine. Hein. C'est ça le plus dur, c'est qu'à l'époque, ce n'est qu'une seule et même matière, et c'est un des premiers qui va ouvertement dire qu'il est plus scientifique que médecin. Ça ne se faisait pas. Alors, on peut montrer l'image d'après. C'est un enfant qui adore dessiner. Il adore dessiner.
C'est une âme donc vraiment sensible. Il aime les romans, il aime tout ça. Sa mère est lettrée, donc elle lui lit des romans en douce, puisque son père pense qu'un livre doit forcément être éducatif. Donc si c'est un roman, ça n'a aucun intérêt. Et quand il voit que ses dessins, ça commence à devenir sa passion, au lieu de vouloir accomplir le destin familial d'être médecin comme lui, eh bien, il va d'abord jeter, dégrader ses éléments de peinture, ses crayons, ses dessins. Puis quand il voit que ça ne marche pas, ça va être pire, il va prendre ses dessins, son fils, il va aller voir un artiste local qu'il a payé auparavant. Il va montrer les dessins de son fils et donc l'artiste local va dire à quel point c'est mauvais, c'est terrible. Et Santiago, dans ses mémoires, dira que ça a été aussi brutal que les tortures de son père, hein, ce genre de commentaires. Néanmoins, c'est un enfant robuste et il va toujours garder ça en lui. L'école primaire se termine. Et là, on pourrait dire ce n'est plus obligatoire le secondaire. On va peut-être arrêter de torturer cet enfant en essayant de lui faire apprendre des choses qu'il ne peut pas. Non, son père, lui dit que de force, il va aller dans l'école secondaire. Et puis pas n'importe laquelle, celle tenue par des jésuites. Pas n'importe quel jésuite, une secte jésuite qui enseigne très tôt la médecine, le grec et le latin aux enfants. Sont connus pour être extrêmement rudes. Et pour que Rousseau les considère rudes, c'est que son niveau était quand même assez élevé. Donc effectivement, il l'emmène là-bas. Il paye déjà 2 ans d'avance pour être sûr, hein, pour que son fils comprenne que psychologiquement, il va y rester 2 ans. Il va être hébergé chez son oncle et son cousin qui va être finalement son roc. Tout au long de sa vie, ce cousin va avoir une influence sur lui puisque c'est l'aîné de la famille. C'est un garçon et il refuse d'être fermier comme son père. Il refuse l'héritage familial. Et ça, finalement, ça va instiller la notion qu'il est capable de dire non aussi à son propre père. Et donc, se passe ce qui doit se passer. Pendant 1 an, cet enfant est torturé physiquement parce qu'il n'arrive pas à retenir ce qu'on lui demande. Au point qu'au bout d'1 an, lorsqu'il rentre chez lui pour les vacances d'été, il est dénutri et tellement mal en point que sa mère l'alite pendant plusieurs semaines pour le ramener à la vie. Et elle plaide à son père de ne pas le renvoyer parce qu'ils vont tuer son fils, quoi. Donc, discussion assez difficile, on peut l'imaginer, mais il n'y retourne pas. Il va aller dans une autre école, une école plus religieuse. Sa mère pense que la religion lui ferait du bien. Et dans ces écoles-là, il y a moins de livres à lire, il y a plus à écouter. Il y a aussi de la géographie. Et il va adorer la géographie parce qu'il y a des cartes. Et il va falloir dessiner ces cartes. Et donc finalement, petit à petit, il commence à voir que son don peut avoir une utilité quelconque. Et il trouve un moyen d'amadouer son père en disant qu'il a trouvé un moyen de travailler. Il y a un vieux pigeonnier, il aimerait y aller pour travailler et s'isoler là-bas. Donc son père lui dit très bonne idée, loin des distractions. Et donc il va dans le pigeonnier, il prend ses livres qu'il ne lit pas et il a caché en fait ses éléments de dessin dans les pierres du mur du pigeonnier où il va pouvoir sortir, dessiner les environs. Il va pouvoir aussi aller voler par les toits les maisons des voisins. Et alors voler pas n'importe quoi, des livres de romans, notamment il parlera du bossu de Notre-Dame, qu'il va pouvoir lire et le ramener le plus vite possible avant que les voisins s'en rendent compte. Et donc ça va durer un petit peu de temps, jusqu'à ce que bien sûr, ça ne dure jamais, son père va s'en rendre compte et va décider qu'il a besoin d'apprendre un métier. Comme lui, il ira voir le barbier du coin. Et sauf qu'entre-temps, les barbiers ont un peu changé, il y a les guerres carlistes qui éclatent, le barbier devient un peu comme le café du village. Donc il y a des militaires qui viennent, et là, ça nourrit son imaginaire romantique de guerre, voilà. Donc finalement, il le vit bien, cette expérience de barbier, ce qui n'est pas du goût de son père. Il lui dit, tiens, plutôt, tu vas retourner à l'école. Et donc, il retourne à l'école, ça se passe comme toujours moyennement bien, mais ça se passe un peu moins sévère qu'ailleurs, donc ça va. Et comme autre travail, il lui dit, tu vas faire des chaussures, que tu seras apprenti.
Et il adore ça. C'est-à-dire que Santiago, Ramón y Cajal, le père des neurosciences modernes, aurait pu être un, un- un maître à chaussures, quelqu'un qui dessinait, qui les réalisait par lui-même. Il était très épanoui. Et donc son père a dit, bon, alors on va prendre une pause. Hein, tu vas prendre une pause, tu vas pas retourner à l'école, tu vas arrêter ces chaussures et je vais te prendre comme apprenti avec moi. Hein, comme ça, tu vas pouvoir découvrir la médecine puisque c'est bien quand on est sensible de faire découvrir à son fils les autopsies. On se dit, évidemment, hein, ça paraît normal. Donc son fils est bien sûr dégoûté par la médecine clinique. Donc déjà, il n'était pas attiré par ça, mais là d'autant plus. Et il va utiliser le dessin comme distraction. Et donc, il va dessiner finalement comme faisait à la Renaissance les planches anatomiques, donc pour les planches anatomiques, ce qu'a fait Vessal finalement. Et donc, son père disséquait et lui dessinait. Et donc, son père voit pour la première fois l'avantage du dessin. Donc, il va lui payer quelques cours de dessin. Mais voilà, c'est à la marge, ça ne doit pas être sa matière principale. Il va découvrir aussi la photographie et c'est pour ça que sa vie est tellement documentée parce qu'il a toujours aimé la photographie et il a photographié toute sa vie. Il a été toujours, on a toute sa vie en photo du moment qu'il a su prendre des photos et se mettre en lumière. Alors il a eu son baccalauréat difficilement. On se dit que le fait que son père ait été le médecin du village et sauvé quelques vies aux alentours a forcément dû aider. Et un de ses professeurs a dit de lui, donc même quand il a eu le prix Nobel et qu'on est allé interroger ses professeurs, et là on se dit que c'est la version un peu polie, qu'il était inattentif, feignant, désobéissant, ennuyeux et un cauchemar pour ses parents et ses professeurs. Donc si vous êtes parent et vous avez un enfant difficile, ça peut mener à un prix Nobel, voyez. Ne vous découragez pas, c'est possible. Donc c'est très dur parce qu'il faut penser que c'était pas juste, il jetait que des cailloux. Il a créé un canon et il a trouvé un moyen de faire de la poudre de canon lui-même et tirer à coups de canon dans les villages. Enfin, voilà, c'était quand même ce niveau-là de vandalisme, Santiago Ramón y Cajal. Donc il a son bac et son père, au bout de 3 jours après le bac, pas de repos, allez, tu vas à l'université de Saragosse pour devenir médecin comme moi. Le problème, c'est que les classes sont vides à cette époque, car il y a la révolution et tout le monde est parti se battre. Donc il se retrouve un peu seul sur les bancs avec quelques collègues. Et il va adorer son temps à l'université, non pas pour la qualité de l'instruction, mais finalement toute la liberté qu'offre l'université. Ça, on le sait, à l'université, c'est un endroit où on se découvre. Et peut-être que ça va marcher là. Ah ben non, toujours pas, j'ai un petit... Voilà. Alors, c'est pas un petit beau gosse quand même, Santiago? Regardez ça. Sa première phase à l'université, c'est son corps. Il a une obsession pour ce qu'on appellerait maintenant le bodybuilding. Il sait qu'il n'est pas beau, il n'a pas les traits fins comme certains Espagnols. Il a vraiment un trait typique, on va dire, donc fermier. Par contre, il est décidé, s'il n'est pas le plus intelligent, à être l'homme le plus fort. Parce qu'il a une stature plus forte. Et donc, il va vraiment avoir ce culturisme pendant très longtemps. Il va se prendre en photo. Il y a des photos de lui avec une grande moustache aussi, si vous regardez sur Google. Et donc, il va mettre au défi tout le monde. Il se bagarre tout le temps. Hein, voilà, même s'il est à l'université, il va se bagarrer. Et à droite, c'est une mise en scène pour la photo, parce qu'il est toujours donc, dans le culte du corps et adorait prendre la photographie. Et ce qui est intéressant, c'est que la photographie à l'époque, c'est pas juste aller prendre son iPhone en photo. Hein. Il faut faire des planches, il faut les développer, il faut créer des solutions chimiques pour permettre la révélation, l'imprégnation des particules pour révéler une photo en noir et blanc. Et on pense vraiment que cet amour de la photographie et d'apprendre à faire ces solutions-là vont ensuite être les prémices de l'histologie, de faire ces solutions pour après révéler les différents types de cellules. Donc il avait déjà ça en lui. Sa deuxième phase à l'université, c'est écrire des poèmes. Il va être très prolifique, il va écrire énormément de poèmes, c'est une âme romantique. Et après, c'est la philosophie. Il va absorber le plus de livres de philosophie, puisque c'est un enseignement qu'il n'a pas eu. C'était soit la médecine, soit la Bible. Donc là, c'était le moment un peu de s'ouvrir.
Et il obtient son diplôme de chirurgie en 73. Ça y est, son père est ravi. On va pouvoir maintenant faire de lui un vrai médecin. Il ne manque plus que sa thèse et on est tranquille. Sauf que on a un problème en Espagne. Il y a des insurrections. Il y a de grosses insurrections. Les provinces ne veulent pas s'unir. Elles ne veulent pas d'une langue commune. Ça devient extrêmement compliqué. Il y a un renversement. Donc Isabella II est enlevée du trône. Elle fuit en France. Et on va mettre donc la République, la première République. Et ça ne se pense pas, ça n'arrive pas comme un temps de paix, de libéralisme et de nouveauté. C'est une catastrophe. Il y a des guerres internes non-stop. Aussi bien que le président prend un train en fourbe et part en France sans avertir tout le monde qu'il démissionne. Donc voilà, c'est un temps extrêmement instable, il y a des insurrections. Et donc pour arrêter les insurrections, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une loterie militaire. On va tirer au sort 175 000 jeunes hommes qui vont donc s'engager dans l'armée pour arrêter ces insurrections à travers l'Espagne. Et Santiago est tiré au sort. Et bizarrement, il est ravi. Il est ravi, ça nourrit ce côté d'histoire romantique, Les Trois Mousquetaires, le livre qu'il avait adoré, il veut aller à la guerre, il a cette image romantique de la guerre, parce que pour l'instant, il n'a que les récits d'eux, il ne l'a jamais vu. Et donc, il est appelé, très rapidement, il va devenir assistant physicien, donc dans le corps médical de l'armée. Il va passer 2 mois à Madrid, mais il ne se passe pas grand-chose. Donc il attend, il devient lieutenant, il a un super costume. Je sais, c'est l'image d'après, je pense. Il est hyper fier de ça. Il est hyper fier, c'est le grade le plus élevé dans le corps médical, donc il est lieutenant. Et finalement, ce garçon, quand il rentre à Saragosse, qui était donc l'idiot du village, celui-là avec qui il ne fallait pas traîner, qui a tiré sur tout, est devenu maintenant lieutenant dans l'armée espagnole. Donc, il est hyper content. Il va être muté dans une petite province où il doit aller dans un fief carliste. Et là, il veut se battre. Il attend les blessés. Il ne se passe rien, mais rien de rien. Et il dira dans sa mémoire que le seul soldat qu'il a soigné, c'était pour des maladies vénériennes. Donc, rien à voir. Donc, il déchante. Et là, il se dit que peut-être, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il n'a pas envie de retourner à l'université. Mais ça tombe bien puisqu'une guerre en chasse une autre. Et une des colonies de l'Espagne, Cuba, se rebelle. Et l'Espagne ne peut pas laisser passer ça parce que c'est ce qui rapporte le plus d'argent en importation-exportation, Cuba. Donc, il décide de de s'engager. Alors, il a été tiré au sort. Il aurait pu s'en sortir aisément avec les lettres de son père. Il n'a pas voulu. Et donc, il s'embarque à bord du bateau l'España. Et il va mettre 16 jours pour traverser donc l'océan et aller à Cuba. Donc, pour lui, on est encore dans cette épopée un peu homérique. Et quand il arrive, il va dire que les plantes sont gigantesques, il n'en a jamais vu pareil, que les femmes sont ensorcelantes, les fruits exotiques, les fleurs étranges et qu'il marche dans un rêve. Alors pendant 1 mois, c'est à peu près un rêve, c'est une répression assez violente et surtout, il y a une maladie qui a lieu là-bas, c'est la malaria. Alors la malaria, on le connaît, on sait ce que c'est, mais on ne sait pas que c'est les moustiques qui la transmettent. Donc on sait juste que la quinine améliore les symptômes, mais bon, il tombe très très gravement malade, il devient jaune, il est vraiment, il est spectral de par ses maux. Et il a du mal à s'en remettre. Il s'en remet à peu près. Et comme chaque fois quand il est remis sur pied, il fait des conneries. Et donc, il est condamné pour insubordination. Et donc, on la voit dans un campement sur l'île où on envoie les gens se faire tuer. Là-bas, les Cubains, c'est une place forte. Et les Espagnols n'arrivent pas à le prendre. Et donc, il envoie à San Isidro pour mourir globalement. Mais il résiste, mais la malaria revient de plus forte. Et le seul moyen qu'il a pour ne pas mourir, c'est de demander sa décharge médicale. Et ça, c'est difficile pour lui, puisque l'armée prend à l'époque
je parlerai pour ça, c'est que ne prend pas soin donc de ses soldats. C'est-à-dire, bon, mais tant que vous battez, ça va, on vous donne à manger, on vous paye, vous avez un bel uniforme. Du moment que vous êtes malade ou que vous ne voulez plus être dans l'armée, c'est votre problème. Et donc, quand il demande à être déchargé, on lui accorde, mais il perd son grade, son uniforme, et surtout, il doit payer son voyage retour en Espagne. Donc, il implore son père qui, bien sûr, lui paye le billet retour. Et ça va le marquer, ce contraste entre l'aller qui était plein d'aventures, d'espoir, et ce retour avec tous les autres jeunes qui sont aussi mourants que lui, qui ne vont pas bien. Et quand vous mourrez sur un bateau, on vous jette votre corps à la mer. Et ça va vraiment le traumatiser, ça aussi, de voir des jeunes gens partir aussi comme ça. Bref, il revient, il est affaibli, il comprend que bon, être bodybuilder, ça va plus être possible pour lui. Il se dit, bon, maintenant, il faut que je me trouve une situation, il faut que je me pose, il faut que je me marie. Il va essayer de retrouver une amoureuse, mais cette première amoureuse ne veut pas se marier avec lui. Il a l'air mourant, elle ne veut pas être veuve très tôt. Donc, clairement, elle le renvoie, je dirais, comme on disait à l'époque. Elle renvoie sa demande. Et donc, lui va retourner à l'université, se replonger dans les livres pour pouvoir devenir donc médecin, le dernier grade. Pour ça, il faut un doctorat. Donc, il se dit que c'est le seul moyen. Physiquement, il n'est plus capable de faire autre chose. Donc, voilà, il est l'apprenti de son père, même s'il n'aime pas la médecine, c'est le seul moyen. Et il va l'obtenir donc à Saragosse. Et finalement, c'est lors de ce doctorat qu'il va rencontrer, je dirais, son amour scientifique, à savoir les cellules. Il va travailler sur l'inflammation, il va regarder le sang, il va voir les globules rouges, les globules blancs, comment les globules blancs se déplacent, comment ils sont attirés. Et d'ailleurs, son premier écrit, c'est une revue sur l'inflammation. Et donc là, il va découvrir une guerre scientifique entre ceux qui sont les vitalistes, donc ceux qui pensent que le corps humain est animé uniquement par cet esprit qui fait bouger les choses, et ceux qui ont l'aspect cellulaire, qui disent que nous sommes composés d'un ensemble de cellules, et c'est ces cellules qui sont vivantes et qui nous font vivre. Donc il va y avoir vraiment ces deux clans. Très rapidement, le clan des cellules gagne, puisque les microscopes permettent de voir, et quand on voit, on comprend. Et quand il obtient son doctorat avec des notes moyennes, d'accord, c'est pas son père avec les grands éloges, c'est moyen. Il va à Madrid, et à Madrid, il va rencontrer quelqu'un qui va changer en tout cas sa vie, parce qu'il va lui faire comprendre que il n'y a pas que la médecine clinique classique, mais il y a autre chose. Alors pareil, je vais le tuer le nom. C'est Aureliano Maestre, ou Maestre, je suis désolée. C'est le doyen de la chaire d'anatomie et d'histologie. C'est lui, c'est le père de l'histologie espagnole. C'est lui qui crée la première fondation d'histologie en Espagne. Et il a un assistant qui est, au dire de tous les étudiants de l'époque, un fou furieux, qui est passionné d'histologie et de faire ses mélanges et ses solutions. Alors, c'est quoi l'histologie? Si vous prenez n'importe quel tissu, que vous le mettez sous un microscope, c'est blanc, beige, on n'y voit rien. Vous ne pouvez pas voir les cellules. Il faut les colorer, il faut du contraste pour qu'on puisse voir quelque chose réellement. Et donc, il faut créer ces solutions à base de produits chimiques qu'on mélange. C'est un peu comme de l'alchimie, vraiment, on est encore un peu dans cette idée-là. On mélange les produits chimiques, on voit ce qui marque les tissus, et on essaie de deviner. Et donc cet homme-là apprend à Santiago ses premiers mélanges, et il est tellement heureux d'avoir découvert ça qu'il va acheter son premier microscope d'une marque française qui s'appelait Veric. Et pour vous dire à peu près ce que ça veut dire d'acheter un microscope à l'époque, c'est que ça coûte la moitié de son salaire annuel. Donc il décide de sacrifier la moitié de son salaire pour s'acheter un microscope, parce qu'il se dit que c'est le seul moyen de pouvoir étudier. Et il ne faut pas s'imaginer, à l'époque, il n'y a pas de l'argent qui est donné
pour faire de la recherche. Il va financer sur son salaire, il va vivre une vie d'austérité euh, pour pouvoir financer ses recherches. Et donc, il a besoin d'une position pour financer ses recherches. Et en Espagne, pour avoir une position à l'université, ce qu'on appelle un vrai temps plein, hein, il faut passer une opposition. Donc, c'est un peu comme une défense de thèse. D'accord? Donc, vous êtes debout, c'est de l'oral, vous avez un tableau et vous devez parler. On va vous donner un sujet, il va falloir parler dessus. Et c'est encore une humiliation. Il a un vote sur 7 jurés. C'est une catastrophe. Donc là, vous vous dites, il aurait pu arrêter là. Parce que quand même, jusqu'à présent, il n'a que des échecs dans sa vie. Hein. Il y arrive vraiment difficilement. Mais non, non, non. Il se dit, bah, si c'est pas maintenant, ça sera plus tard, on va trouver autre chose. Est-ce que tu peux passer... Ça, c'est lui avec son microscope. On reste quand même sur du beau gosse. Hein. On pose pas comme ça avec un microscope à l'heure actuelle. Hein. Non, mais c'est vrai, on montre toujours le vieux bonhomme avec la salle blues et compagnie, mais c'était cet homme-là qui a commencé à installer une chambre dans la maison de ses parents, et dans cette chambre-là, c'était son laboratoire d'histologie. Donc, il commençait à regarder tout ce qu'il pouvait regarder comme tissu. Mais après la malaria, il y a une grosse épidémie de tuberculose en Espagne. Et il ne va pas y échapper. Bim! C'est à son tour. Non, c'est à son tour d'avoir la tuberculose. Il part dans un sanatorium avec sa sœur comme garde-malade. Il veut mourir. C'est un grand dramatique. Hein. Il veut mourir, bien sûr, c'est le seul qui ne meurt pas. Tous ceux qui veulent vivre meurent, mais lui, en tout cas, s'en ressort. Il va revenir en 1878 à Saragosse en relativement bonne santé. Et il va devoir travailler avec son père, même s'il ne le veut pas, car lui ne veut rester que devant son microscope, mais il faut quand même payer un loyer, il faut quand même manger. Donc son père a quand même la réalité du métier. Et donc il va lui trouver un temps plein, il va lui trouver un travail de directeur du musée anatomique de temps plein, un travail auquel Santiago n'a pas postulé. Hein. C'est son père qui a postulé pour lui, qui lui a fait avoir le travail. Et alors, il y va à contre-cœur, mais il a alors le temps de se balader un petit peu à Saragosse et il rencontre une jeune femme qui s'appelle Silveria Fagnana Garcia. Et alors, il a un coup de cœur pour cette jeune femme et il s'avère que cette femme le connaît parce qu'elle était dans un village quand lui était petit. Il a d'ailleurs caillassé son père et son oncle. Donc elle se souvient très bien de Santiago. Elle n'en a pas forcément un très bon souvenir, mais les choses changent. Elle a perdu son père, elle vit avec sa mère. Et donc elle se dit que finalement, ce mariage, c'est aussi la seule manière pour elle d'assurer un futur. Donc, il n'y a peut-être pas forcément d'amour au début, en tout cas, c'est pas comme ça qu'il le vend dans son autobiographie. Hein. Voilà. Mais c'est un mariage, ils viennent de la même région, ils connaissent l'austérité, et donc ils s'entendent bien, en fait, finalement. Et elle va sacrifier, elle va élever ses enfants, elle va, vu qu'il prend les 3/4 de l'argent pour son laboratoire, elle doit faire avec le reste. Et d'ailleurs, il va associer toutes ses découvertes à son nom à elle aussi. Donc il va toujours dire que sa femme est aussi... Donc c'est pas non plus comme son père, qui va humilier sa mère toute sa vie et qui, sur son lit de mort, part avec une jeunette, ce fameux Rousteau. Bref, revenons à Santiago. Il se marie et à son mariage ne vient que son frère. Parce que son père pense que c'est pas un bon mariage. Il aurait aimé le marier, lui, avec une jeune fille un peu plus aisée. Mais c'est pas grave. Pedro, c'est son frère. Et si vous pensez que Santiago, c'était finalement l'âme sensible qui se rebellait avec son père et que peut-être son père n'a pas forcément des problèmes, juste pour vous dire, Pedro a raté son baccalauréat et plutôt que de le dire à son père, a fui le pays, est allé à Bordeaux et s'est caché dans un bateau pour aller en Amérique latine. Il a fini en Uruguay. Il a fini dans une révolte, parce qu'il y avait des révoltes là-bas. Il a fallu être exécuté, donc il est rentré en bateau juste au moment du mariage.
Donc pour vous dire à quel point tout le monde avait peur de ce père Rousseau. Donc c'est elle, Silveria, et elle avec son mari, et ils auront ensemble 7 enfants, c'est l'image d'après. Et de ces 7 enfants, la plus petite qu'il a sur les épaules, c'est Katie qui meurt très tôt. Et il aura installé son laboratoire à côté de son lit pour pouvoir veiller sur elle tout en travaillant. Et Jorge va mourir à 29 ans d'une maladie de l'époque qu'il avait affaiblie, en l'occurrence. Bon, il en restait quand même, du coup, 5 autres. Ce qui fait que Santiago a encore des descendants à ce jour. Il y a encore des descendants qui sont d'ailleurs, certains sont médecins, à titre intéressant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il adore l'histologie, il adore le microscope, il découvre pas mal de choses. Il va commencer par les muscles, il va recommencer à regarder, à développer une méthodologie scientifique, sauf que personne l'attend. Mais quand je dis que personne l'attend, c'est que l'Espagne a depuis le XVIe siècle une très mauvaise réputation. On appelle ça la marque noire. La légende noire. C'est les Français qui ont commencé ça. Forcément, quand on a voulu annexer les pays, il a fallu justifier qu'on veuille prendre différents pays. Et donc, ce sont des gens qui sont feignants, ce sont des gens qui sont ignorants, ce sont des gens qui sont bêtes. Et c'est resté finalement en Europe, cette mentalité-là. Donc, il a du mal à publier ses données, il a du mal à ce que ses recherches soient prises au sérieux. Mais c'est pas grave, il n'abandonne pas. Et en 1883, il repasse pour la 3e fois l'opposition. Donc déjà, les 2 premières, il s'est fait bien dégager. La 3e fois, il va la passer à Valence. Et pour la première fois dans l'histoire de l'opposition en Espagne, c'est unanime. Il a un vote unanime. Et c'est parce qu'il fait pas juste de la médecine, mais de la recherche associée. Et les tableaux au dessin sont tellement beaux qu'un des membres du jury part avec. Il part avec. Il trouve que c'est un travail d'art. Il se barre avec. Et donc il va s'installer à Valence avec toute sa famille. Et son premier cours, il y a plein de gens qui veulent voir ça. Mais c'est pas un très bon orateur. C'est pas un très bon orateur. Il a un accent déjà, un accent qui n'est pas le même que le leur. Il est très austère de par ses habits. Et il va droit au but. Il va expliquer, il va démontrer, il va faire. Et bon, c'est pas les grands orateurs de l'époque. Donc petit à petit, les bancs se vident, même si... Et commence à travailler sur le tissu, mais la nature étant ce qu'elle est, une épidémie en chassant une autre, il y a maintenant le choléra qui arrive. Oui, le choléra arrive. Et il y a un médecin Ferrand qui a trouvé un moyen de marquer ces petites bactéries. Et surtout, il pense qu'il a trouvé un vaccin. Donc, dans un premier temps, Ferrand est un héros national, mais il va vacciner des bonnes sœurs. Et sur ce lot de bonnes sœurs, les 3 quarts vont mourir le lendemain. Donc, les gens se posent des questions sur ça. Et on va demander à Caral, qui commence à avoir une petite réputation, de travailler dessus. Donc, il va travailler sur la bactério, il va trouver une méthode pour les voir, les isoler, et il va expliquer qu'il suffit de suivre les recommandations des bactériologistes de l'époque, à savoir faire bouillir l'eau, bien cuire la nourriture, et on va s'en sortir. Et avec cette hygiène-là, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ils s'en sont sortis. Et donc, il a permis finalement de se faire reconnaître localement au point que régionalement, il devient connu et on lui offre un nouveau microscope, un microscope Zeiss. Alors, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un qui fait de la microscopie et que vous avez les moyens, c'est un Zeiss que vous devez lui offrir. C'est la référence. Zeiss en matière de microscopie. Alors, bien sûr, on aime Leica et Nikon aussi, mais c'est vraiment le Graal Zeiss. Et donc, c'est avec son microscope Zeiss qu'il va faire les plus grandes découvertes à ce moment-là qui arrivent. Il va donc publier dans un premier temps des manuels d'histologie et il devient tellement connu localement qu'on va lui demander d'être jury dans différentes oppositions.
Et donc, vous voyez, le niveau social aussi, c'est aussi important puisqu'il va rencontrer un autre membre du jury qu'il ne connaissait pas, Louis Simaro, qui est un psychiatre, qui a passé 5 ans à Paris avec Charcot et avec Louis-Antoine Ranvier. Les fameux nœuds de Ranvier sur un neurone, c'est lui qui a donné, on lui donnera ce nom, hein, et il va lui donner le manuel de Ranvier. Et dans ce manuel d'histologie, il va lui-même donc Santiago va considérer ce manuel comme une Bible. Ça devient sa Bible. Et dedans, il y a une méthode qui s'appelle le marquage de Golgi, du nom du scientifique italien Camillo Golgi. Et on va appeler ça la réaction noire. Donc c'est du mélange avec, il y a du potassium bichromate, il y a du nitrate d'argent, il y a de la carmine, il y a vraiment beaucoup de solutions. Et au moment où il lit ce livre, la plupart des scientifiques ne l'utilisent plus parce qu'ils considèrent cette méthode de capricieuse. Mais alors lui, il ne laisse absolument pas tomber, il comprend le potentiel de cette méthode, il va améliorer la technique. Et donc, il va modifier les concentrations, les volumes, il va systématiser le protocole, il va diffuser aussi de comment faire cette méthode, et il va s'intéresser à partir de 1888 uniquement au système nerveux. Et c'est ce qui change la donne pour la neuroscience. Golgi, qui a développé cette méthode, a finalement très peu travaillé sur le cerveau. Il a fait cette méthode, il a fait 2-3 découvertes, puis il est parti travailler donc plutôt sur de l'infection. Et Golgi est partisan d'une théorie dite réticulaire. Le cerveau, c'est un ensemble. Et l'impulsion électrique, quand elle arrive, elle va partir comme la lumière ou le son dans tous les sens. Il n'y a pas de direction et tous les noyaux qu'on voit, c'est uniquement dans un rôle nutritif. Caral, lui, pense et partisan de la théorie cellulaire, donc que dans le cerveau, ces cellules-là, eh bien, elles sont là pour transmettre le message à une autre. Et donc, elles sont indépendantes, elles sont connectées, mais pas en continuité. Et donc, il va passer sa vie à démontrer cela en utilisant la technique de Golgi. Donc, c'est d'autant plus ironique que Golgi a développé sa technique pour une théorie fausse, et Caral en utilisant la même technique, et le monde entier va utiliser la technique de Golgi pour lui mettre sous le nez qu'il avait faux. Voilà. Et Caral se rend compte que ça marche très très bien sur du tissu jeune, que toutes les difficultés qu'on rencontre, c'est sur du tissu mature, on ne sait pas pourquoi, hein, mais que voilà, sur du tissu jeune, ça marche très bien. Et à quoi ça ressemble? Peut-être que tu as l'accès... Alors c'est lui, Louis Simaro, pareil, toujours avec un microscope. Il va passer sa vie aussi à être un très bon histologiste. Hein. Donc, il est psychiatre de formation, mais ça va être un histologiste. Est-ce que tu peux aller juste après? Oh non, celle d'après peut-être? Ouais, voilà, on va regarder. Donc à gauche, c'est le marquage de Golgi. Ça a été fait récemment en 2010. Qu'est-ce que ça donne? À peu près 1 à 10% des cellules vont être marquées, pas toutes. À ce jour, on ne sait toujours pas pourquoi. C'est toujours un mystère de pourquoi certaines cellules sont marquées et pas d'autres. Et à droite, c'est le dessin de Golgi. Donc vous imaginez le raffinement du dessin qu'il a dû faire pour matcher, pour coller à la réalité. Il va s'intéresser au cervelet très tôt. Donc le cervelet, c'est en postérieur. C'est un petit cerveau cervelé. Et c'est notamment, pas que, mais c'est notamment impliqué dans la motricité, dans l'automatisme de la motricité. Et le cervelet, finalement, c'est très beau. On appelle ça l'arbre de la vie. Et je pense, d'un point de vue artistique, ça lui a parlé et il a dessiné très, 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 très bien cela. Et il va accumuler justement ces lames. C'est important, cette notion d'accumulation. Il va pouvoir reproduire, envoyer. Il va aussi s'intéresser à se dire, voyez, là, on a une cellule. Mais c'est dans quel sens? Dans quel sens on la regarde? Dans quel sens on le dessine? Et on n'a aucune idée à ce moment-là. Donc, il va partir d'un système simple qui est l'œil, en disant, ça, c'est facile de savoir. Il y a l'extérieur et il y a l'intérieur. Donc, les cellules devraient être orientées dans ce sens-là. Et c'est lui, un des premiers, qui va parler de polarité de la cellule, avec d'un côté, donc, les dendrites, qui est la forêt, qui va capter l'information, et l'axone, qui va propager l'information. Donc, c'est grâce à ça. Et il va garder ses lames, et quand il va y avoir l'exposition universelle donc à Barcelone, comme il y a eu
en France, voilà, c'est à Barcelone à ce moment-là. Il y a un stand scientifique et lui, il montre ses différentes coupes aux passants. Et ça marche extrêmement bien. Il a une médaille d'or. Donc, à partir de là aussi, hop, ça commence un petit peu à avoir une réputation, puisque le roi et la reine sont aussi passés, oui, ils ont été rétablis. Ça fait que ça, en Espagne. Le fils d'Isabella a pris le trône, il est revenu. Mais il y a toujours un petit peu de conflit ambiant, vous allez voir, ça ne va pas s'arrêter. Et donc là, quelle est la prochaine étape? Comment il peut se faire reconnaître ailleurs qu'en Espagne? Parce qu'il a des choses à prouver, cet homme. Donc, il se dit, c'est forcément en Allemagne. L'Allemagne n'est plus un empire, c'est un jeune pays qui veut investir dans la science. Et donc, il y a une très grosse société d'histologie allemande, c'est la plus grande d'Europe. Et elle a à sa tête Albert Kollinker, qui est le Graal absolu des anatomistes. On dit de lui qu'il connaît l'anatomie humaine et animale et la physiologie comme personne d'autre avant lui. Donc, il décide d'aller à la conférence de Berlin avec sa préparation, et rien de mieux que de faire une préparation fraîche. Donc, il arrive dans un milieu où les gens ont une éducation, savent se porter. Lui, il arrive avec ses habits un peu rustres, il fait une préparation, il y a encore du sang. Et donc, il demande aux gens de regarder parce que pour lui, il prouve que les cellules sont des entités séparées. Il les montre, elles ne sont pas connectées. Sauf que personne ne veut regarder au microscope. Personne. Il parle avec un accent espagnol, donc déjà on le rebute. Et donc il est totalement ignoré, il est snobé par tout le monde. Et donc il décide qu'il ne peut pas s'être déplacé pour rien. Il va choper Kollinker par le bras, le ramener au microscope. Donc Kollinker n'a aucune idée de ce qui se passe. Il a 70 ans à l'époque, il se demande ce qui se passe, pourquoi cet homme, ce jeune homme, le pousse et lui montre le microscope. Et là, quand il voit la préparation, en fait, il fait abstraction de l'homme et du truc. Il regarde la science comme ce que ça devrait être finalement. Et il s'aperçoit qu'effectivement, il a découvert... il prouve un argument de plus que la théorie du neurone, la théorie des cellules, c'est ce qui se passe dans le cerveau et que ce n'est pas réticulaire. Et donc là, Kollinker, il y a un amour fou, presque paternaliste, qui va se développer avec Santiago. Et il va lui dire, je vous ai découvert et je vais vous faire découvrir à l'Allemagne. Et à partir de là, forcément, quand le grand ponte vous dit que vous êtes exceptionnel, il est invité partout, on lui dit qu'il est formidable, enfin voilà. Ça fait partie aussi de la vie, même si ce n'est pas ce qu'on veut en science, c'est aussi ce principe-là. Il va continuer à travailler sur les récepteurs olfactifs parce que pareil, c'est une interface entre l'extérieur et l'intérieur. Il va publier, il va montrer aussi des épines, il va montrer énormément de choses qu'on utilise aujourd'hui. Il va parler de collatéral des axones. Alors ça ne va pas être le premier, mais c'est lui qui va faire porter ce message à l'international. Et surtout, Caral veut convaincre Golgi qu'il a raison. Donc, il veut un peu lui mettre le nez dedans en lui disant « Eh, vous aviez faux ». Mais pas forcément dans un sens moqueur, mais en tant que scientifique, ça nous arrive d'avoir tort, il faut le reconnaître et pourquoi pas travailler ensemble. Il aurait aimé une reconnaissance de Golgi parce que c'est sa méthode qu'il utilise. Sauf que Golgi mettra un point d'honneur à éviter Caral tout au long de sa vie, de ne lui répondre qu'en lui envoyant ses propres papiers, voilà, d'une manière très, 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 très dédaigneuse. Donc, jusqu'à la fin, ils vont se détester. Golgi, il est vraiment enragé de voir que Caral, donc ça ne fait que 2 ans à ce moment-là qu'il travaille sur le cerveau, a énormément de publications et de découvertes, alors que lui est passé à autre chose. Il n'a finalement pas eu la patience et la persistance de travailler sur le cerveau. Donc ça, il va l'avoir un peu en travers. Et là, vous dites, bon, il travaille sur le cerveau, qu'est-ce qu'il a pu faire d'autre? Il s'est intéressé au neurodéveloppement, parce qu'il travaillait à un âge embryonnaire, donc comment les neurones se forment. Et donc, c'est un des premiers à dire que les neurones, d'abord, ils sont un petit peu ronds et coniques, il y a un cône d'émergence, et de là va émerger un prolongement. Il va émettre l'hypothèse que c'est une attraction chimique, puisque ça ne pousse pas n'importe comment. Il va utiliser la comparaison d'un bélier qui pousse les obstacles.
et il va continuer à travailler dessus. Et pour montrer la qualité de son dessin, quand il a dessiné les cellules olfactives, donc à gauche, ça va être son dessin en main nue. Je sais pas, oui, mais à gauche, c'est son dessin en main nue en 1890, et à droite, c'est de l'imagerie par fluorescente faite en 2010. D'accord, donc vous voyez qu'il a fallu au moins 4 ou 5 colorants, donc ce sont des immunomarquages spécifiques, pour mettre en lumière ce que lui avait déjà vu et a retranscrit. Donc c'est d'une qualité absolument incroyable. Et d'ailleurs, vous pouvez acheter un livre juste avec ces dessins, parce qu'ils sont d'une qualité, d'une référence en histologie incroyable. Une autre représentation, ça c'est aussi ce sont les cellules mitrales olfactives. Vous voyez ce qu'il lui a fait à gauche avec les moyens du bord en 1890 et ce qui a été refait en 2010. On reconnaît très bien ces cellules-là, on reconnaît très bien les épithéliums. Donc avec beaucoup moins de moyens, avec juste énormément de détermination. Vas-y. Et alors, ce qui se passe, c'est que les neurosciences commencent à émerger. Waldeyer va écrire une revue sur le sujet. C'est lui, Waldeyer, qui va reprendre. Donc, une revue, c'est prendre des articles qui ont été faits par plein de scientifiques différents, les assembler pour que ce soit une jolie histoire un peu cohérente. Hein. Donc, c'est Waldeyer qui va le faire. Et en passant, plutôt que d'appeler ces cellules des cellules nerveuses, c'est lui qui va utiliser le terme neurone pour la première fois, et on va tous l'utiliser maintenant, le terme neurone, même s'il ne travaillait pas directement dessus. Avec cela, avènement, Santiago et sa famille vont vivre définitivement à Madrid. Ils auront un salaire, on l'appelle le prince du milieu académique. Néanmoins, même s'il commence à s'intéresser à l'hippocampe, et uniquement pour la raison de, je cite, parce que c'est joli. Et c'est effectivement très beau. Si vous voyez des coupes en histologie, c'est très beau. Il va donner des cours où, encore une fois, c'est un mauvais orateur. Il n'y a personne. Mais c'est quelqu'un qui a tellement souffert d'une éducation punitive, de la torture et de l'humiliation, qui fait des examens extrêmement faciles. Il fait des examens extrêmement faciles, ce sont des questions simples avec une réponse simple, il n'y a pas besoin d'élaborer et il va toujours éviter de mettre 0 aux étudiants. Il ne va pas les marquer absents. Voilà, il le dira que si son père et ses professeurs avaient montré un peu de sagesse et de bienveillance, il serait arrivé au même stade, mais dans un meilleur état. Donc, vous parlez un peu de l'état dans lequel il était, cet homme, quand même. Donc, ses étudiants l'aimaient bien pour ça, même s'il n'était pas un très bon orateur. Et à partir de là, le succès à l'international, bien sûr, se fait sentir. On va lui demander de venir donner la plus grande lecture dans la Société royale de Londres en 1894. Il va être reçu par Charles Sherrington. S'il y a des neuroscientifiques, ce nom vous parle, mais à ce moment-là, il est jeune. Il est jeune, c'est un jeune médecin, et c'est à lui plus tard qu'on devra le terme de synapse. Donc cet espace entre les neurones de communication. C'est lui plus tard qui va le découvrir. Il va rester chez lui, il s'attend à une discussion animée, et il a un homme austère en face de lui qui ne parle pas forcément très bien, c'est un peu compliqué. Il va recevoir des diplômes honorifiques. Et là, malheureusement, la guerre en Espagne a lieu avec Cuba. Une répression sans précédent. Alors juste, je me permets de t'interrompre rapidement. Le CNES vient de raid la chaîne, donc le CNES nous envoie son audience. Merci. Merci beaucoup, bienvenue à tout le monde, bienvenue dans le chat. On est sur une émission qui parle de neurosciences, du coup. Voilà, oui, alors là, à l'antenne, vous avez un magnifique dessin d'hippocampe. Et ça, c'est l'hippocampe, c'est Santiago Ramón y Cajal qui l'a dessiné manuellement. Et cet homme à qui rien ne résiste se dit, maintenant, je passe au cortex. Et avec beaucoup d'humilité, il se dit, ça va être plié très rapidement. Non, non, parce que le cortex à 6 couches, c'est compliqué, mais il adore les challenges, donc il va travailler dessus. Et c'est sur cette complexité qu'il va donc aller parler et expliquer tout ce qui se passe.
malheureusement, la science va devoir être interrompue un petit peu parce que Cuba veut sa liberté. Et l'Espagne a décidé que non, il y a une répression sans précédent. On va envoyer le gouverneur général Wheeler. Alors, dit comme ça, déjà, c'est pas funky, mais croyez-moi, ça va pas l'être. On dit qu'il est 2 fois plus petit que Napoléon, mais 2 fois plus violent. Hein, il va faire rentrer le terme de camp de concentration dans l'histoire. Juste pour vous donner un peu le concept du gars. Mais le problème, c'est qu'il va couler un bateau militaire américain, l'USS Maine. Oui, exactement. Science et histoire en même temps. C'est exactement ça le principe. C'est de dire que les scientifiques ne seraient pas arrivés là où ils en sont sans les pressions sociales et dans le contexte dans lequel ils ont vécu. Donc voilà, donc les États-Unis déclarent la guerre à l'Espagne et décident s'ils peuvent aussi, eux, de leur côté, récupérer Cuba, les Philippines, avec plaisir. D'accord. Donc, il y a une guerre qui va continuer pendant beaucoup de temps. Et donc, la science est mise de côté. Donc, imaginez bien la stupéfaction de Santiago quand il reçoit par courrier, 1 an après le début de cette guerre, une invitation par le gouvernement américain à venir donner une lecture dans une université américaine. Donc là, il se dit, oui, j'ai pas tellement envie d'aller dans un pays avec qui on est en guerre. Hein. Il faut aussi être un petit peu malin. Mais c'est tellement une chance extraordinaire. Et le gouvernement américain, pour montrer sa bienveillance, lui fait un chèque démesuré pour payer sa venue et la venue de sa femme. Donc, ils embarquent. Santiago et sa femme partent pour la seule fois où il va aller aux États-Unis pour donner une lecture à Clark University. C'est dans Worcester. Et c'est quand même un très grand scientifique, mais c'est aussi un ennemi. Donc, il est accueilli avec des panneaux. Je pense que tu peux peut-être le mettre à gauche. On va parler, forcément, il a un accent, qu'il a une voix, une langue exotique. Donc, on va beaucoup dans les journaux utiliser ce terme-là pour un peu le dégrader à minima. Et puis, il va donner une lecture qui très, très, très factuelle sur la science. Et il va avoir une ovation. Et il va dire dans ses mémoires qu'il ne s'y attendait absolument pas, venant d'ennemis. Il pensait plutôt être découpé en petits morceaux scientifiquement parlant. Mais non, pas du tout. Et l'université de Clark va même lui donner un diplôme honorifique. Donc, c'est quelque chose qui est quand même exceptionnel pour l'époque. Et donc, il va rentrer. Et donc, ça veut dire qu'internationalement, maintenant, il est connu. C'est pas juste en Espagne, c'est pas juste en Europe, c'est maintenant partout dans le monde. Et en 1901, finalement, on va lui attribuer un laboratoire. Parce que jusqu'à présent, il est toujours dans une pièce dans son appartement, chez lui, et il est tout seul à faire, avec ses poulets, à faire des marquages histologiques. Donc là, ça y est, on lui donne un laboratoire. Et est-ce que c'est juste après, normalement, vous allez voir une vidéo. C'est très court, c'est juste pour vous montrer lui dans son laboratoire, donc pour la première fois entouré d'assistants qui vont perdurer son héritage et continuer ses recherches. Il va avoir du financement, ce qui n'est jamais arrivé jusqu'à présent. Donc, fini l'austérité pour sa femme et ses 7 enfants, hein, quand même. On en vient finalement à un équilibre. Qu'est-ce qu'il se passe en 1906 ? Alors, en 1906, il aura ce fameux prix Nobel. D'accord ? Mais juste avant, il y a une partie un peu instable. Le roi le demande. Et Santiago, c'est un libéral. Donc, bon, il y va, mais pour montrer qu'il n'est pas royaliste, au lieu d'être accompagné comme toutes les personnes normales et qui veulent se faire bien voir auprès du roi, au lieu de prendre un grand chercheur, un grand assistant, des coupes, il va y aller avec l'homme de ménage et le portier de l'Institut de biologie. Voilà, histoire de bien recadrer les choses. Et il va lui donner une édition de ses revues, mais sans gravure, avec juste une petite dédicace. C'est pas grave parce que le roi,
est fan de son travail. Il est vraiment... il est fan et il va le financer dans ses recherches. Et il va aussi l'écouter pour changer l'éducation en Espagne et enlever ce changement autoritaire. Et voilà. Donc ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais en tout cas, ça va rester dans les tuyaux. Il faut réformer l'éducation en Espagne. Et là, Caral, vous pourrez vous dire, bon, mais c'est bon. Maintenant, il a terminé. Les récompenses commencent à pleuvoir. Non, pas du tout. Il va continuer à découvrir des interneurones. Ce sont des neurones qui ne sont que dans le cerveau, ils ne sortent pas. Alors, il ne sait pas trop à quoi ça sert, mais ils sont là, il est décrit. Il va trouver un troisième groupe de cellules, il ne sait pas ce que c'est, mais ce n'est pas grave. Il va les décrire, il va laisser aux prochains scientifiques, je dirais, la chance de pouvoir les qualifier. Et effectivement, ça sera un de ses élèves qui, par la suite, pourra l'identifier. Donc, il a créé absolument un contexte incroyable. Et en 1905, il s'intéresse même à la régénération des nerfs. Et avec une approche scientifique. Et on verra plus tard que ça a donné la régénérescence wallérienne du nom du scientifique qu'il a bien qualifié. Mais dès le début, il avait dit oui, c'est possible, dans certaines conditions, pas tous, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà, ça s'est posé, ça s'est publié. Et en 1906, sa femme le réveille parce qu'elle a reçu un télégraphe. Il y a marqué qu'il a reçu le prix Nobel. Donc elle le réveille, elle lui dit, et lui n'y croit pas. Il pense que c'est une blague de ses élèves. Donc il se lève, il jette le télégraphe, il va travailler, il n'en parle même pas et il s'attend à tout moment à ce que les élèves lui fassent la remarque. Et c'est le lendemain matin, en lisant le journal, où il voit sa tête dans le journal, qu'il s'aperçoit que c'est vrai. Et que non seulement c'est vrai, mais c'est un prix Nobel qu'il va recevoir avec Golgi, son ennemi juré, les deux. Pourquoi ? Parce que Golgi a trouvé la technique qui a permis à Caral de faire toutes ses découvertes. Pourtant, Golgi, lui, est partisan d'une théorie vieille et dont plus personne ne croit, à savoir que le cerveau est une sorte de grande éponge et que les cellules sont en continuité les unes avec les autres. Non, c'est Santiago Ramón y Caral qui, avec cette même méthode, a prouvé l'opposé. Et pas que lui, il a disséminé, il a amélioré cette technique pour que l'ensemble des scientifiques l'utilisent et prouvent que Golgi avait faux. Donc l'ironie est bien présente et tout le monde en est conscient, même dans les journaux. Donc, Caral est content à juste titre, c'est qu'il va pouvoir enfin rencontrer Golgi qui l'a snobé toute sa carrière. Donc, allez, direction la Suède, c'est parti. Et il fait froid. Hein. Quand il arrive là-bas, notre Espagnol n'était pas prêt à ce froid glacial. Et la nuit, il fait nuit 16 heures sur 24. Il n'était pas aussi prêt. Hein. Dans ses mémoires, il le raconte. Je vous invite à le lire, c'est très drôle. Et surtout, dès qu'il arrive, il court sur l'autre quai de train pour rencontrer Camillo Golgi, parce qu'il sait à quelle heure il arrive, il s'est renseigné. Et même sur le quai de la gare quand il arrive, Camillo Golgi voit Caral se décompose et sa femme tombe. Elle tombe de manière spectaculaire au point que, hop, il le ramène. Oui, c'est le même, exactement. C'est ce Golgi-là. Et alors, il a travaillé sur le cerveau un petit peu. Et dès que ça est devenu un peu trop compliqué, eh ben, il est passé à autre chose. Il est passé notamment à l'infection ou au niveau sur d'autres éléments. Mais il a arrêté le cerveau. Mais là, ce prix Nobel-là, c'est pour sa contribution, donc physiologie et médecine. Et donc, ces hommes-là vont se retrouver à manger entre eux. Et donc, ils mangent. Camillo Golgi est de bonne constitution. Tout le monde trouve ça super. Voilà. Et donc, ils reçoivent leur prix. Et le lendemain, Camillo Golgi est le premier à devoir donner sa conférence. Et Santiago sera un jour après. Et donc, Golgi arrive et se lance dans un discours qui reste dans les annales du prix Nobel, où il va rentrer dans Caral. Et il va dire qu'il n'y a que lui qui a découvert des belles choses. Tout le monde a tort. Tout le monde a tort. Tout le monde est nul. Par contre, lui, c'est pour ça qu'il a arrêté les neurosciences. Il avait tout découvert.
Et tout le monde est abasourdi dans l'audience et se demande ce qui se passe. Mais là, ce qu'il n'a pas prévu, Golgi, c'est que Caral a un jour pour se préparer à sa réponse. Et là, c'est du grand discours. Même si ce n'est pas un grand orateur, là, il est venu préparer. Et donc, le lendemain, lorsque Caral va faire son discours, il va dire que lui s'inscrit comme les illustres orateurs qui ont eu le prix Nobel et qui vont donc parler de la science en général et pas que de lui. Donc déjà, premier tacle à Caral qui est au premier rang. Et il va de manière scientifique dire ce que lui a accompli, mais aussi ce que les autres scientifiques, à partir de ses découvertes à lui, ont montré. Et donc il va citer ses sources, il va citer les autres scientifiques, rendre hommage aux autres scientifiques et montrer que finalement, ce n'est pas lui tout seul, c'est la communauté scientifique qui en est venue avec les preuves à cela. Et pour terminer ce discours, il va faire une éloge funèbre à Golgi, qui est bien vivant et qui est au premier rang toujours. Et il va dire, nous pleurons ce grand savant qui a subi l'injustice d'avoir découvert une méthode ou des résultats qui ont été ensuite qu'une grosse série d'erreurs. Et voilà. Donc, il fait une éloge funèbre à Golgi qui est présent. Donc, autant vous dire que plus jamais ils ne se reparleront. Ça a été la seule fois où ils se sont parlé. Et il a eu quand même, bien sûr, une standing ovation pour cela. Voilà, si vous pouvez retrouver le discours en ligne, moi, je vous invite à le lire. C'est quand même très plaisant pour l'époque. Et donc, il revient finalement à Madrid. Il rentre chez lui en héros national, ce qui n'est pas très bien vu en plus à l'époque parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait de rassemblement de jeunes. Et la guerre civile n'est pas très loin. Et donc, voilà, c'est un héros national. Toute sa famille, il y a des histoires incroyables. Du moment que vous vous appelez Caral, vous ne payez plus rien. Enfin, voilà, c'est vraiment une grande littérature autour qui est très drôle. Sauf que, en 1914, la Première Guerre mondiale arrive. Et elle vient de l'Allemagne. Et c'est son pays de cœur, l'Allemagne. Ce sont les Allemands qui ont permis de le faire découvrir en tant que scientifique. C'est une patrie qui est lettrée, qui est tournée sur l'éducation et donc il ne comprend pas comment ils peuvent avoir des accès belligérants, à l'inverse de pays peut-être comme l'Espagne où on n'est pas encore dans ces réformes où on peut tirer les gens vers l'éducation. Et donc ça, son âme, je pense, va être écrasée par cela. Dans ses mémoires, il va se retirer dans une maison de vacances. Il va totalement se retirer du monde avec sa famille là-bas, où il va travailler encore un petit peu sur la rétine, sur d'autres choses, parler avec d'autres médecins. Mais il ne va plus vraiment retourner dans le laboratoire. Ça va être très compliqué. Sa femme va tomber malade, lui aussi. Mais son aura est toujours là. Et ce qui fait que quand Albert Einstein, après la guerre, vient à Madrid en 1923, il demande à rencontrer Caral et il le rencontrera sur son lit. Donc ça, c'est lui, c'est Albert Einstein à Madrid, c'est El País. Et alors, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit puisqu'ils ne parlaient pas la même langue et Caral était déjà sourd à cette époque. Et Einstein a juste fait une entrée dans son journal qui est rencontrer Caral, homme exceptionnel, extrêmement malade. Voilà, c'est tout ce qu'il a écrit sur le sujet. En 1930, sa femme et son amour meurent. Et donc, forcément, Caral, sa maladie, il avait de l'artérosclérose cérébrale et un cœur défaillant. Et bien en 1934, il va mourir. Il va mourir et son cercueil va être porté par tous ses étudiants et commencer à être baladé dans Madrid avant que la police lui dise que non, ça va dans une voiture et vous enlevez, on ne veut pas de foule. Et heureusement qu'il n'a pas vu tout ce qui se passait puisque la guerre civile
n'est pas si loin, et Franco n'est pas si loin non plus à cette époque, donc qui n'ait pas vu une guerre de plus, à la limite, tant mieux. Et il ne savait pas où il allait être enterré. Sa femme, grande catholique, enterrée dans un cimetière catholique, lui avait demandé plutôt un enterrement sans religion. Mais on lui dit non, 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 on va quand même lui mettre une petite église avant. On est sûr, on va faire ça. Et puis bam, donc il va être enterré avec sa femme. Donc ça, c'est la bonne chose. Et puis, guerre civile, Seconde Guerre mondiale. Et malheureusement, ce grand homme n'a pas le monument ou le musée qu'il mérite. Si vous allez à Madrid, si tu mets juste après, il y a juste une fontaine au parc Retiro où il adorait aller. À son effigie, déjà dans une position assez étrange. Mais où on voit ses muscles, parce que si vous avez raté le début de l'émission, autant vous dire que ce monsieur avait fait du culturisme quand il était jeune. Et voilà, donc il n'a pas le musée encore, et tout le monde réclame qu'il ait un musée à Madrid, à la capitale, sur ses œuvres, où on puisse voir ses dessins, puisque ce n'est pas le cas. Donc voilà, on peut lancer un hashtag sur musée Caral, parce qu'il faut qu'on fasse un truc, il faut qu'on s'organise, ce n'est pas possible. Louis Pasteur a son institut, a son musée. Caral mérite aussi d'avoir cela. Voilà, vous avez sous les photos et tous les articles scientifiques utilisés pour cette revue. Voilà, merci, musée Caral. Si vous voulez avoir les sources, n'hésitez pas, c'est présent dans tous les articles. Et puis, n'hésitez pas à revoir cette émission, à vous inscrire sur la chaîne du Nîmes, puisque nous allons faire d'autres émissions dans ce même esprit, et revoir les anciennes émissions sur YouTube. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. On a juste une question. La question de Tebiche qui nous dit rien à voir à UNIM, rien à voir, mais à UNIM, est-ce que vous avez des cours de travaux de la recherche ou des cours d'histoire des ou de la science? Ah, alors, qui ne sont pas intitulés en tant que tels Histoire des sciences, mais en fonction des professeurs, en fonction de ce qu'on enseigne, on rappelle une partie de l'histoire. Mais l'histoire des sciences est une discipline à part entière, et on n'hésitera pas à inviter certains collègues qui sont spécialisés dans l'histoire des sciences, donner des conférences. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on aimerait faire. Donc, à voir si on pourra les mettre en live si ça vous intéresse, parce que ça fait partie de tout ça. Ça fait partie de l'histoire de la science, de savoir que leur vie, ils avaient une vie incroyable à l'extérieur, et que, surtout à cette époque-là, les guerres, les religions ont façonné tout cela. Alors, c'est lié aux neurosciences, parce que c'est ma thématique, puisque je suis maître de conférence en neurosciences. Donc, c'est vrai que je prêche pour ma paroisse, parce que c'est ce que je connais en tant que tel. Mais à voir pour les prochaines saisons, si on ne s'agrandit pas de la physiologie, avec plaisir. Donc, ça va toucher aux neurosciences, et avec différents profils scientifiques, on va arriver sur des chercheurs de plus en plus dans l'histoire récente, et qui ont fait avancer la société et les neurosciences de manière parallèle. J'espère avoir répondu à votre question. C'est bon. C'est bon, je crois que le chat n'a plus de questions. En tout cas, peut-être avec le délai, au pire, on y répondra dans le chat sur n'hésitez pas. Sur l'écran de fin. Voilà. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi. Merci au CNES aussi. Merci au CNES, c'est super sympa. Merci les gars.